Bienvenue au podcast Never Overdue. Aujourd'hui, avec mon nouvel invité, Arnaud. Bienvenue. Bonjour Arnaud. Jean-Paul, merci. Un grand merci d'être ici. Avec plaisir. Pour toi, on a changé un tout petit peu le concept, parce que normalement, ma première question était « Arnaud, présente-toi ». Mais je t'ai préparé un texte d'introduction et de présentation. Donc, nous nous sommes réalisés que nous avons entamé les études universitaires à la FEDP la même année. Arnaud en candidature en économie, moi en candidature de droit. Un élément déclencheur nous lie. Un professeur de droit romain qui a su déceler un talent juridique prometteur chez Arnaud. Et c'est le même professeur qui constata ma nullité dans la matière. Donc ce qui fait que là où moi j'ai commencé en droit pour terminer en économie, Arnaud a commencé en économie pour terminer en droit. Chez ING, pendant 20 ans, Arnaud a déclenché les succès. Je prends mon papier ici, Arnaud, Legal Counsel, Director of Working Capital Solutions, Head of Trade Sales. Je pense qu'on peut dire, Arnaud, qu'au niveau de Commercial Finance, en 20 ans, tu as tout vu. Aujourd'hui, tu occupes le poste de CEO d'ING Commercial Finance, déjà depuis 7 ans quand même. Au-delà de ses accomplissements professionnels, Arnaud est le président de la PFC Belgique, une organisation dédiée à la valorisation des forêts. Arnaud se déplace en vélo à Bruxelles, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il gèle. Mais bon, on ne va pas parler forêt, on ne va pas parler vélo. Aujourd'hui, on va parler credit management, cash management et factoring. Arnaud, je suis vraiment content que tu es là. On attaque, je te donne l'honneur. Ok, donc ça fonctionne avec des enveloppes. Oui. Parfait. Le factoring, un allié vers une trésorerie saine ou un partenaire financier un peu trop coûteux? Alors, bonne question, évidemment. Trop coûteux, il y a un coût pour effectivement tous les types de produits. Ceci étant dit, quand tu dis factoring, un allié vers un partenaire de trésorerie pour une trésorerie saine, il est très clair qu'au fil des années, la vision du factoring a complètement évolué. Donc je t'aurais dit, il y a 15 ans, c'était un peu vu comme la solution de dernier recours. Quand tu avais épuisé toutes tes sources de financement, tu t'orientais vers le factoring en disant « Ok, je vais utiliser mes factures, essayer de récupérer mon argent un peu plus vite pour récupérer de la trésorerie ». Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Donc c'est devenu réellement un outil de trésorerie très flexible qui est mis en place par tout type de sociétés, qui vont de sociétés qu'on voit dans le Belvin qui sont ratées AAA à la toute petite PME qui a un chiffre d'affaires très limité. Et donc c'est vraiment un outil de trésorerie utilisé massivement aujourd'hui par les sociétés pour justement bridger ses besoins de liquidité dans le financement de sa chaîne de production. Oui. Et donc typiquement, quand tu as une chaîne de production qui a parfois une durée de plusieurs mois, voire plus dans certains cas, entre le moment où tu achètes tes fournitures et le moment où tu vas toucher le paiement de ta facture, tu dois continuer à payer tes salaires, tes frais de fonctionnement, etc. Et donc ici, le working cap des sociétés est bridgé via le factoring, entre autres. Il y a aussi ce qu'on appelle le financement de stock. Il y a un certain nombre de choses qu'on peut mettre en place pour justement bridger le moment où tu payes tes fournitures et tes frais de fonctionnement et où tu touches le paiement de la vente finale de ton produit. Et donc au niveau du coût, qui est le deuxième volet de ta question, je te dirais que comme c'est ce qu'on appelle de l'asset back lending, ça veut dire que il y a du collatéral en contrepartie du financement qu'on donne aux sociétés, le risque est un peu moins élevé pour les banques ou les sociétés de factoring, et donc justement, le coût est plus intéressant qu'une solution de lending, de prêt plus classique. Donc, grande flexibilité, couvert par du collatéral qui sont les factures, donc à des prix compétitifs, et un outil vraiment massivement utilisé, je dirais même qui fait partie des financements sains d'une société aujourd'hui, qu'elle soit de très petite taille ou plus importante. Mais c'est effectivement aussi quelque chose que nous on remarque. Il y a 17 ans, quand on faisait des visites dans des sociétés, une des questions était, quand on parlait de factoring, est-ce que c'est de votre propre initiative ou est-ce que c'est la banque qui vous a invité à prendre la solution factoring? Et là, 9 chances sur 10, c'était en fait la banque qui disait, bon là mon ami, niveau cash flow, t'es raide, tu vas prendre notre solution factoring, t'as pas le choix, ou on ferme la boutique. Au jour d'aujourd'hui, c'est complètement différent. Au jour d'aujourd'hui, on remarque aussi, chez nos clients, mais aussi chez tout type d'autres sociétés, que c'est un mix de solutions que les sociétés utilisent
pour avoir une position de cash. Tout à fait, ça fait partie du package de solutions qui sont mis en place classiquement par les sociétés. Et j'ajouterais à ça que tu peux le voir comme un financement à court terme. Évidemment, une facture, normalement, reste ouverte pendant 30, 60 jours dans ces eaux-là, la durée classique du délai de paiement pour une facture. Mais en réalité, les sociétés, ou la plupart des sociétés, ont en permanence un volume de factures ouvertes. Et ce volume de factures ouvertes, finalement, on peut juger que, je ne sais pas, par exemple, 40%, 60%, 70% ou moins de la ligne sont stables et sont un financement, finalement, à moyen terme. Oui. Tandis que la partie fluctuante du portefeuille, c'est-à-dire j'ai un pic dans mes ventes, cette partie-là est plus flexible et donc doit être vue comme un financement à court terme. Par contre, il y a une base tout à fait stable dans les chiffres d'affaires qui, elle, peut être vue comme un financement plus à moyen terme. Et on peut avoir des lignes qui sont committed, etc. Et donc, ce n'est pas uniquement un outil de trésorerie, ça peut aller un peu plus loin que ça. Tu m'avais raconté la dernière fois qu'on s'était vu qu'il faut voir ça un peu comme un crédit hypothécaire, dans le sens que quand tu as un crédit hypothécaire, tu as une maison et il faut prendre soin de ta maison. Il faut vraiment s'arranger que quand tu as des fuites, que c'est réparé. Et là, tu as fait un très beau lien, j'aimerais peut-être t'inviter encore une fois à me l'expliquer. Oui, tout à fait. Donc, il faut vraiment se rendre compte, et c'est pour ça que je te parle de l'intérêt côté banque, en disant il y a du collatéral, il y a des assets qui ont de la valeur et qui effectivement permettent d'avoir un financement à un prix compétitif, parce que moins risqué. Inversement, pour la société, il faut se rendre compte que sur le bilan d'une société, il y a un certain nombre d'assets qui ont une vraie valeur et qui peuvent être rendus plus liquides par différents produits. Alors, l'exemple classique, c'est effectivement le crédit hypothécaire. Vous êtes propriétaire de votre bâtiment, vous pouvez utiliser votre bâtiment comme collatéral pour obtenir un crédit hypothécaire qui serait un taux intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en cas de problème, la banque a un bien immobilier qu'elle peut utiliser pour se protéger. Inversement, et on y pense moins, il y a aussi sur le bilan de toute société des factures. Et ces factures ont une vraie valeur également. Elles ont une vraie valeur si elles sont entretenues de façon optimale. Donc, le crédit hypothécaire, si la maison est de bonne qualité, le bâtiment bien entretenu, en bon état, etc., il a une vraie valeur qui peut être utilisée pour obtenir un crédit hypothécaire à taux intéressant. Oui. Le parallèle continue. Si vos factures sont bien entretenues, s'il y a un suivi performant des débiteurs, si on est bien à jour au niveau de ce suivi du DSO, dans ce qu'on appelle le Day Sales Outstanding, et donc le délai de paiement est respecté, il y a des rappels réguliers, et aussi il y a des procédures mises en place, on a des partenaires solides, c'est extrêmement important pour la valeur de ce collatéral. Et donc moi, ce que je remarque, c'est que quand on a un client qui vient chez nous en disant « Tiens, j'aimerais bien mettre en place un factoring oui. », le critère numéro 1 qu'on va regarder, c'est alors ce qu'on appelle la factorabilité. Est-ce qu'on peut réellement utiliser ça comme collatéral? Et je peux revenir sur des exemples qui sont moins factorables, mais surtout l'organisation du client et le suivi de ce portefeuille. Donc si ce portefeuille est suivi, est cadré dans une organisation saine et bien mise en place, ça change tout. Nous, la confiance du coup est là. Du coup, nous, on peut commencer à mettre en place un factoring, commencer à discuter et pouvoir réellement compter sur ce collatéral. Donc, c'est vraiment essentiel. Oui, et ça aussi, on le voit de plus en plus. Par exemple, nous aussi, on est régulièrement impliqués dans des trajets M&A, c'est-à-dire qu'un client veut reprendre telle ou telle société et où là, il demande, bon, écoute, Jean-Paul, jette quand même une fois un coup d'œil niveau credit management. Et alors, comme tu dis, si la master data est bonne, mise à jour et challengée d'une bonne manière, si les processus sont clairs pour tout le monde, horizontalement intégrés, et qu'il y a une action disciplinée derrière, ben à ce moment-là, ça vaut en fait pas mal d'argent, ces factures ouvertes. Si les disputes sont dans une boîte à chaussures, derrière le coin, et ça fait 3 ans qu'on les a plus regardées, et que la master data, au fait, on ne sait plus très bien dans quel système ça se trouve, c'est irrécupérable et en fait, tout ce qui est outstanding à ce moment-là, ça ne vaut plus rien. Non, et je dirais du coup, pour rebondir sur la première discussion et l'évolution de la vision du factoring, donc le factoring n'est pas un outil où on n'en sort pas dans la gestion de ses factures, on va tout déverser auprès d'une banque pour obtenir un financement, mais surtout pour se débarrasser un peu de tout suivi, etc. C'est devenu beaucoup moins ça. Et donc, nous, on attend plus de nos clients qu'ils aient mis en place cette organisation et qu'ils soient vraiment up-to-date au niveau de leur processus, de leur suivi de facture, pour justement pouvoir mettre en place un factoring robuste derrière. Donc, on préfère largement un portefeuille où le suivi est bon et où le paiement se fait à la due date après 60 jours et on finance ces 60 jours, plutôt qu'un portefeuille qui dérape complètement et où la due date est après 60 jours, mais on voit que les paiements moyens se font à 120 jours. Et donc, le côté sain et bien géré du portefeuille est essentiel pour nous. Je vais passer à la prochaine enveloppe. On voit la musique.
Ah, ça c'est un beau, ça, et certainement pour un banquier. La durabilité dans les finances. Quel rôle peut jouer le factoring là-dedans? Exact. Donc moi je parle vraiment côté factoring pur et dur. Alors c'est pas la question la plus évidente pour le factoring. Pourquoi? Tout simplement parce que nous on va financer le fonds de roulement de la société, les factures, et donc on va être très fort lié au type de société qu'on va financer et le type de produit et de factures qu'on va financer et qu'on va acheter. Oui. Et donc, c'est moins évident. Tu vois, j'aurais parlé au nom du leasing, par exemple. J'aurais pu te parler de financement de panneaux solaires, de véhicules électriques, etc. Le factoring, moi, je finance quoi? Je finance le besoin en fonds de roulement d'une société. Et donc, si la société produit quelque chose qui n'est pas du tout sustainable, clairement, je participe au financement de ce type de société. Et donc, en soi, je suis totalement dépendant. Si je finance une société qui s'occupe du recyclage de batteries, là, ça a beaucoup plus de sens d'un point de vue sustainability. Donc, les caractéristiques du produit en tant que tel ne sont pas intrinsèquement liées à plus ou moins de sustainability dans l'offre que je fais à mon client. Par contre, ce que je peux faire, c'est m'associer alors plus du côté bancaire à un certain nombre de critères qu'on met en place. Et donc, on peut avoir ce qu'on appelle les pricing grids, donc des grilles de financement dans notre factoring en disant, voilà, si vous répondez à tel et tel et tel critère, eh bien, on peut descendre d'un notch dans le prix de l'opération. Donc ça existe, mais alors c'est plus géré au niveau bancaire, donc moins de mon côté directement. Oui. Et ce sont des choses qui se négocient de plus en plus pour un certain nombre de clients. Ah, je pense que c'est le futur. C'est vraiment le futur de dire, OK, il y a certaines choses qui n'ont pas cette durabilité, alors c'est pas durable, duurder, ça devient plus cher. Et les choses, effectivement, si on veut stimuler les véhicules électriques, si on veut stimuler les panneaux solaires, si à côté de ça, il y a des moyens de financement qui sont moins chers, d'ailleurs ce qu'on voit déjà dans le leasing, quand on veut faire un leasing de voitures électriques ou d'un truc avec un V8 ou un V12, c'est clairement un autre taux. Mais je pense qu'effectivement, comme ça, on va bouger les gens à passer vers un monde meilleur et quelque chose de plus propre. Et pour faire un lien peut-être avec un élément dont tu as parlé, mon engagement dans PEFC Belgique, oui. On finance par exemple en factoring un certain nombre de sociétés actives dans la production de bois, des scieries ou d'autres types d'installations. On peut parfaitement imaginer de lier le coût de financement du factoring aux factures qui sont elles-mêmes labellisées PEFC ou pas. Donc il y a des commandes qui sortent de producteurs pour, par exemple, un producteur de papier, de meubles, oui. Et les commandes sont souvent, on demande qu'il y ait une certification au produit qui sort de la chaîne. Ça peut être FSC, ça peut être PEFC, pour parler de ce secteur du bois en tant que tel. Oui. Et on peut parfaitement imaginer de négocier dans le contrat de factoring, de dire toutes les factures qui ont cette étiquette labellisée, mais pourquoi pas négocier, voir quelque chose au niveau du tarif pour ce type d'opération. Donc on peut imaginer à la marge des solutions qui prennent en compte le côté durable et encourager d'une façon ou d'une autre la durabilité de l'activité du client. Magnifique. Je t'invite à prendre la prochaine enveloppe. Alors, imaginons que tu puisses supprimer un processus financier d'un coup de baguette magique, lequel dégagerais-tu en premier? C'est vraiment le côté données, data, et donc c'est réellement l'échange de données entre notre client, nos systèmes. Et donc, comme dans beaucoup de cas, c'est vraiment le modèle informatique et d'automatisation et de plateforme qu'on met en place. Ouais. Et donc aujourd'hui, on essaie d'intégrer tant qu'on peut la jonction entre le système ERP du client et notre système pour qu'il y ait cet échange d'informations sur les factures qui puisse se faire de façon régulière. Ça reste relativement compliqué. Pourquoi? Parce que tu as autant de systèmes ERP que de sociétés. Que pour ceux qui font des migrations de systèmes ERP, ça reste lourd et compliqué. Oui. Et donc, je pense que de ce point de vue-là, il y a vraiment une évolution qu'il va falloir prendre et que les futures lois qui vont arriver sur la facturation électronique vont certainement jouer de ce point de vue-là. Donc, comme tu le sais probablement, il y a l'obligation de fonctionner avec des factures électroniques à partir de fin 2025. Et là, je pense qu'il y a vraiment un tournant à prendre qui va toucher aussi bien les entreprises que les sociétés d'affacturage ou de factoring. Et effectivement, ça va dématérialiser les factures. Aujourd'hui, tu parlais encore d'une boîte à chaussures où on jette une facture. En fait, c'est encore le cas dans un certain nombre de sociétés, ce qui complique d'autant plus l'échange de données entre le système du client et le système de la banque,
qui sont essentielles, évidemment. Donc ça, je pense que c'est l'évolution fondamentale qui est en cours, qui se produit déjà pas mal et dans laquelle on va certainement jouer un rôle. Le papier, justement, Oui. la facture en papier. Est-ce que toi, tu remarques certains secteurs ou pôles d'activité où ils s'accrochent encore au papier? Est-ce que ça existe encore des entrepreneurs qui disent « Non, moi, je veux tout sur papier ». Non, mais tu ne te rends pas compte. Et c'est pas du tout l'apanage de petites sociétés. Hein. Donc, tu as un côté papier qui est très important. Par exemple, je vais te prendre le secteur du transport. Oui. Tu as encore les bordereaux de livraison, tu vois, les fameux documents quand il y a livraison du bien, etc. Tout ça, ce sont des éléments qui font partie du système de facturation. Donc la facture n'est exigible que quand le bordereau a été remis lors de la livraison. Ben, tout ça, ça reste quand même fortement papier. Même s'il y a des évolutions, il y a aussi des systèmes qui sont mis en place, ça reste très fort papier. Et alors je te ferai un parallèle encore plus loin. Donc là, je te parle de sociétés qui peuvent déjà être des sociétés. Des grosses sociétés, oui. Ben alors là, je peux aller encore plus loin sans citer de nom. On a encore des clients dans notre portefeuille qui reçoivent des paiements sous format chèque dans une enveloppe pour des montants parfois dépassant le million, notamment des clients en lien avec des fournisseurs ou des clients français. Oui. Et il y a encore cette tradition du paiement par chèque, oui. avec tous les risques que ça implique. Hein. Donc imagine le chèque de 1 200 000 € pour une fourniture on va dire de carottes sur l'année, pour situer un peu le secteur d'activité. Eh bien, ça arrive encore. Et donc, ces chèques transitent par la poste, avec tous les risques de fraude, d'interception, etc., qui sont là. Et donc ça, c'est quelque chose qui existe encore. Et donc, les factures papier, oui, mais plus loin que ça, encore des systèmes de paiement par chèque. Alors, heureusement, en Belgique, on est pas mal protégé de ce genre de choses. Et on peut en être fier quand même pas mal d'avance de ce point de vue-là. Oui. Mais ça existe encore tout à fait, oui. Oui, les après, chèques, ça donne aussi de la flexibilité. Hein. Je pense que les factures papier... pourquoi pas, hein, quand c'est bien géré, moi j'ai aucun souci. Oui, et puis tu sais lire ça, tu sais scanner ça, et ça peut partir dans le système. Mais notamment avec le cas du invoicing, ça va être pas mal de boulot. Ça va être pas mal de boulot, mais pour un bien, tu vois. Donc imagine que tu vends ton produit, oui. Tu émets sur ta plateforme la facture, elle est reçue par ton acheteur, qui la vérifie, qui confirme « Ah tiens, j'ai bien reçu le produit, il correspond bien à ce qu'il me faut ». Je clique dessus, je confirme que la facture est validée et je la paierai dans 60 jours. Eh bien, ça permet d'avoir quelque chose, une chaîne extrêmement sûre, extrêmement mature. Nous, en tant que banque, tu te rends bien compte que quand on finance une facture et qu'on n'a pas la preuve que le bien a été livré, que le bien correspond à ce qui était demandé, etc., il reste un risque résiduel qui est parfois important, tu vois. On peut parfaitement imaginer que le bien ne correspondait pas et donc en fait la facture ne sera jamais payée, le bien sera renvoyé au client, au fournisseur. Bien, tout ça, finalement, ta facture, elle ne valait rien. Donc, il y a des craintes. C'est pour ça que quand on finance un portefeuille, le portefeuille vaut 100, on va financer parfois 95, 90, 85, 80, en fonction des caractéristiques du produit et de ce qu'on voit historiquement, de ce qui s'est passé au niveau du risque qu'on appelle de dilution, etc. Dans le processus de facturation électronique, tu n'as plus ce risque. Non. Donc le bien, l'acheteur, il confirme que la facture est OK, que le bien était OK, etc. Donc ça permet vraiment de sécuriser ce processus de facturation, de livraison et de contrôle de qualité. Donc pour la banque, c'est de dire, mais en fait, ici, ma facture, elle est certaine, elle est validée, je peux presque la financer à 100. Alors, dans un monde idéal, ce sera peut-être plutôt 95, mais en tout cas, le taux de financement va être nettement meilleur dans ce cas-là que dans un cas classique de facture papier, où finalement, ça reste plus intangible et il y a un risque plus important. Donc, c'est étonnant ce que je dis, mais le papier est finalement plus intangible, tu as moins de contrôle dessus, tu as moins de sécurité au niveau de la validation de celui qui a reçu le produit. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et l'étape suivante, c'est de dire, OK, j'ai émis ma facture, elle était acceptée, et maintenant, automatiquement, je peux ajouter, tiens, je souhaite l'envoyer vers une société d'affacturage pour voir s'il peut la préfinancer. Donc, imaginons l'étape suivante, c'est de dire, j'ai un bouton dans mon système de facturation électronique en disant, je souhaite préfinancer cette facture. Et encore plus loin, de dire, tiens, et by the way, je souhaite aussi assurer le risque crédit de cette facture en disant, voilà, c'est un nouveau client, je ne le connais pas parfaitement, j'ai des doutes, est-ce que je peux aussi prendre une couverture du risque crédit? Donc si mon client ne me paye pas, est-ce que mon risque sera bien couvert? Et donc ça, c'est des choses qu'on peut ajouter au fur et à mesure dans le préfinancement de ces factures. Oui, ce qui va faire qu'effectivement, il y aura moyen de encore mieux préfinancer, encore plus rapidement préfinancer et effectivement de prendre de la vitesse là-dedans. Par contre,
faudra d'abord mettre la maison en ordre. Il faudra éviter que la douche fouille. Alors, et que très important. Et là, le rôle aussi à jouer de ceux qui vont assurer ce suivi, c'est de dire, OK, j'ai mon système de facturation électronique, etc. Et là, doit s'intégrer aussi toute cette intégration de suivi de paiement, d'envoi de rappel, etc., dans des systèmes avec des partenaires qui peuvent mettre en place ce genre de solution. Ouais. Très clairement. Ouais. Fantastique. Je prends la dernière, le factoring. Un propriétaire avisé qui nomme un CEO capable ou une stratégie d'autruche? Non, clairement. Et donc ça, c'était un peu le début de la discussion. On termine où on a commencé. Mais tout à fait, mais c'est bien de reparler de ça, parce que c'est quelque chose qui reste ancré dans l'esprit de pas mal de gens. Clairement, une gestion saine, et on dirait dans le passé, on dirait en bon père de famille, même si le terme n'est plus utilisé aujourd'hui. Donc vraiment, une gestion saine et diligente de sa trésorerie, et un moyen de rendre liquide des assets qui ont de la valeur sur le bilan de la société. Ça, il n'y a aucun doute sur le sujet. Oui. Et je ne suis pas du tout le seul à le dire. Donc, je n'essaie pas ici de vendre mon produit. C'est vraiment quelque chose de fondamental et qui doit faire partie de la bonne pratique de tout trésorier, de tout CFO dans une société. Ça, j'ai aucun doute sur le sujet. J'ajouterai à ça que pour des sociétés de taille un peu plus importante, il y a aussi ce côté déconsolidant. Donc on peut aussi sortir du bilan de la société les factures et les remplacer par le financement, donc le remplacer par le cash que la banque va donner, ce qui permet aussi d'avoir un impact sur le bilan de la société. Et donc ça permet réellement aussi de gérer son bilan et d'avoir une meilleure présentation de bilan. Pour des faits réels, on sort réellement le risque de des factures du bilan pour les transférer vers le bilan de la banque, avec des systèmes d'assurance, etc. Mais donc, clairement, ici, la réponse, il n'y a aucun doute, c'est vraiment une gestion saine de trésorerie que d'avoir ce type de solution en place. Mais le futur est top, hein, quand tu vois, parce qu'effectivement, de nouveau, hein, nous, ça fait 17 ans qu'on est dedans. Dans les tout débuts, le factoring, c'était un mal à passer. Au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment un outil. C'est vraiment un outil pour faire des affaires, pour faire des investissements, pour grandir, pour évoluer. Et on évolue vers, en fait, un factoring qui va être encore plus proche de l'entrepreneur, avec tout ce qui va venir en termes d'e-invoicing et PayPal, où je pense que l'année prochaine va être l'année des grands ménages. Le lenteschoonmaak, comme on dit, on met la maison bien en ordre. Mais une fois que c'est bien mis en route, oui, in fine, il y a moyen de tout factorer, de tout gérer. La seule chose, c'est encore juste les disputes. Hein, parce que ça, effectivement, les disputes, ça, il faudra voir et que le loop soit le plus court possible dans les disputes. Et là, je pense que tu permets aussi que je fasse rebondir aussi sur ce côté-là. Oui. Il y a tout ce côté, tu parles de disputes, et il y a ce côté gestion des relations commerciales de la société. Donc une société peut aussi avoir des réticences à mettre en place un factoring en disant « moi je veux garder le contrôle sur mes relations clientèle ». C'est vraiment la valeur de la société, quoi. C'est la relation avec les clients. La gestion des disputes en fait intimement partie. Oui. Donc ça, c'est extrêmement important. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, le factoring a aussi énormément évolué. Et donc, on n'est plus du tout dans un scénario où d'office, on va envoyer un courrier à tous les clients de notre client en disant « veuillez noter que cette facture est cédée à ING Commercial Finance » et que... Parce que ça, c'est un peu traumatisant, tu vois. Ça, c'est la vieille école. Oui, mais donc, ça existe encore, hein, soyons clairs, ça existe encore tout à fait, mais c'est plus du tout standard et ce n'est plus de facto d'office imposé à tout le monde. Je dirais même que si vous mettez en place un factoring dans une condition normale de fonctionnement de société saine, qui fonctionne bien, avec un portefeuille bien géré, ce sera certainement non notifié, ce ne sera pas agressivement notifié au client, et donc ce sera pas le cas. Par contre, si effectivement on s'est mis très tard en solution de dernier recours, ben là certainement ce sera notifié, et donc là on sera une étape un peu plus loin. Mais donc la gestion des disputes fait partie de ce relationnel commercial qui reste essentiel pour les sociétés, c'est vraiment leur valeur ajoutée, et donc là on offre aussi pas mal de flexibilité. Donc soit ça reste directement dans les mains du client qui dit « moi je veux gérer ça » et je comprends tout à fait, c'est tout à fait normal. Et donc il y a un système où on définance la facture en disant « cette facture revient chez vous, vous pouvez gérer avec vos processus habituels cette relation commerciale qui est peut-être très importante pour vous et nous on ne veut pas s'en mêler en exigeant l'argent instantanément ». Donc ça c'est quelque chose qu'on comprend tout à fait et qui se fait couramment. Inversement, si la dispute se passe mal et qu'on souhaite avoir recours à des couvertures d'assurance crédit, etc., ben il y a des clients qui renvoient chez nous la facture en disant ben voilà,
ça se passe mal, on souhaite demander une indemnification de la facture et nous, on peut introduire un claim auprès de l'assureur si ça avait été prévu dans le cadre du contrat. Alors nous, on fait le suivi, ce qu'on appelle le credit management de la facture, en introduisant un claim auprès de l'assureur pour récupérer l'argent. Donc ça, c'est quelque chose qui existe également. Donc oui, donc il y a fait toute cette partie de services sur mesure, un peu dépendant des besoins que vous avez à ce moment-là. Et comme ça, naturellement, l'entrepreneur peut se focaliser, ou la société peut se focaliser sur son core business. Tout à fait, exact. Et donc là je peux aussi te rajouter une petite couche là-dessus. Donc, de plus en plus, on offre effectivement tous ces services un peu tailor-made sur le portefeuille de factures. Oui. Et maintenant, on ajoute également la possibilité de financer les stocks. Et donc, on remonte dans la chaîne de production de la société. Donc, on ne se limite plus aux factures. On ajoute également le financement du stock dans des conditions spécifiques. Ça dépend du type de stock, etc. Mais qu'on peut rajouter au financement des factures. Donc, au lieu de financer les 60 derniers jours de la chaîne, on ajoute peut-être le mois, les 2 mois, les 3 mois où les biens restent dans le stock et ont une valeur de présence dans ces stocks. Donc, ça permet vraiment de raccourcir encore cette espèce de gap entre le paiement des matières premières, des fournitures et la perception du paiement de la facture. Voilà, ça c'était pour donner le scope total du factoring aujourd'hui. Mais nous, c'est chouette parce qu'effectivement, avec Tripla Solutions aussi, maintenant, nous, à partir de l'année prochaine, enfin, à partir dans une semaine, nous aussi, on va plus loin dans le processus, ou en tout cas plus près dans le processus, où là où avant, on faisait tout ce qui était bill to pay, donc la facture sort et la facture est payée, maintenant, on va passer de order to cash. Et order to cash où, à partir du moment que la prestation est livrée, à partir du moment que l'ordre est rentré, on va essayer offrir des services afin d'optimiser le tout. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on voit trop que le département collection, c'est un peu le département poubelle. Tous les ennuis, tous les emmerdes que tu peux avoir dans ta société terminent dans ton département collection. Donc pour nous, il est important d'avoir un doigt dans le customer service, d'avoir un doigt dans la comptabilité client, d'avoir un doigt dans effectivement ce order management afin de faciliter le tout. On voit ça très fort d'ailleurs dans les cabinets d'avocats où entre les prestations et en fait, entre la facture et le paiement de la facture, ça va bien. Une fois que la facture est validée, elle est payée rapidement, mais entre les prestations et l'établissement de la facture, là, ils perdent un temps fou parce qu'il y a goedkeuringsflow à gauche, parce que le client finalement dit « ouais, mais cette heure-là, c'est pas… » Et donc là, souvent, il y a pas mal de jours qui sont perdus. Et donc là, on veut faire la différence en disant « maintenant, on va regarder order to bill, comment est-ce qu'on peut gagner des jours, afin qu'on gagne des jours en DSO, et on gagne des jours dans l'établissement de la facture. » Et vous jouez clairement un rôle de ce côté-là, et c'est quelque chose qu'on voit. Il y a encore trop de sociétés qui sont aveugles sur l'évolution de leurs besoins en fonds de roulement, et qui en fait découvrent des trous de besoins qui ne sont pas anticipés de par un manque d'information. Donc effectivement, si on peut mettre en place un meilleur suivi de l'ensemble de la chaîne, depuis effectivement les bons de commande jusque beaucoup plus loin, ça permet vraiment d'avoir un contrôle optimal, d'anticiper les besoins et pas de se retrouver comme ça, oula, j'ai payé mes salaires à la fin de mois, j'ai un trou de trésorerie, qu'est-ce que je fais ? Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être mis en place dans une gestion saine, et les outils que vous offrez, que ING Commercial Finance offre, permet justement d'avoir cette vue et de se forcer à rentrer dans… Parce que finalement, il y a ce côté discipline qui est mis en place par le factoring et par le suivi des factures, qui oblige à avoir cette espèce de dashboard qui permet d'avoir ce suivi et d'avoir une bien meilleure anticipation des rentrées de liquidités liées aux factures. Top. Arnaud, un tout grand merci. Pour ce moment de partage niveau credit management, niveau factoring. Moi, en tout cas, je suis enthousiaste de les solutions que vous apportez. Moi, je retiens aussi qu'il y a de plus en plus de tailor-made, qu'il y a un rapprochement aussi avec l'entrepreneur, avec la société, et que ça fait partie d'un mix sain de financement qu'on a besoin en tant qu'entrepreneur pour pouvoir faire son business. De toute façon, on reste en contact et merci beaucoup de nous avoir suivis pour le podcast Never Overdue avec Arnaud Sneyers et on se voit pour la prochaine émission.